puis on va faire un mode de restitution active. Donc je vais vous faire bouger un petit peu, mais pas beaucoup, je vous rassure. Donc de 14h à 16h, 16h30, nous sommes séparés en 5 groupes. Et donc avec mes collègues d'Hémisphère Design School, donc Catherine, Delphine, Anne-Sophie, Carole et moi-même, nous avons animé des ateliers dont le livrable était le même. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'imaginer l'école de demain. De quelle école rêvez-vous pour demain? Et nous avons une restitution un peu commune. Ces éléments, nous allons les comparer demain à la production du hackathon. Vous avez toutes et tous répondu à la même question de manière collaborative, mais en utilisant 5 méthodes différentes, qui sont des méthodes d'animation qu'on utilise dans la Design School. Vous avez utilisé par exemple la facilitation graphique, donc avec Carole, il y a à peu près une vingtaine de personnes qui ont utilisé la facilitation graphique, ce qui était donc le sketchnoting, les cartes mentales, le dessin, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble par l'illustration. Avec Delphine, vous avez travaillé sur des méthodes matricielles, en s'inspirant notamment du business model Canvas. Anne-Sophie Loison, vous avez utilisé la 4e dimension, puisque les 2 premiers c'est de la 2 dimensions, c'est-à-dire qu'on travaille sur du papier, des représentations. Avec Anne-Sophie, en 4D, on rentre dans les objets. Vous avez utilisé les méthodologies de scénette, jeu de rôle, improvisation, ça peut être storytelling et autres. On met son corps en mouvement. Avec Catherine, vous avez utilisé des méthodes, alors le titre était un peu bizarre, l'atelier Blanche-Neige et les 7 nains, mais sans Blanche-Neige. En fait, ce sont des méthodes qu'on appelle dans le design thinking des méthodes de personae. Vous connaissez peut-être les chapeaux de Bono, les méthodes de persona, on peut adapter aux 7 nains. Pourquoi les 7 nains? Parce qu'ils ont peut-être 7 façons différentes de voir la vie, et peut-être que vos élèves, vous-même, les profs, parfois nous sommes plutôt l'un ou l'autre des nains, voire parfois tous ensemble. Donc c'était intéressant de travailler avec cette méthode. Et dans l'atelier que j'ai animé, nous avons fait de la 3D, 2D, 4D, 3D, un atelier de maquettes en 3D. Et là, la vingtaine de personnes autour de moi ont construit de véritables maquettes d'écoles, de classes qu'ils ont challengées, fusionnées. Voilà, donc c'était juste quelques mots pour vous dire qu'avec 4 types de méthodes différentes, et le hackathon c'est encore une autre méthode, eh bien vous avez produit des idées. Donc maintenant ce que je vous propose, c'est de réagir à ces idées, parce que je vais vous faire une petite restitution qui va durer quelques minutes. Mais seulement vous n'allez pas réagir à titre individuel. Et ça sera la dernière sollicitation qu'on vous demandera aujourd'hui. Vous allez donc former 12 équipes, c'est-à-dire que vous allez réagir avec 12 profils différents. Donc nous ne prendrons aucune question individuelle, c'est-à-dire qu'une fois que ce travail aura été fait, il sera assez court, mes collègues vont me rejoindre et vous pourrez réagir par rapport à la production des ateliers, vous pourrez compléter, si vous trouvez par exemple que l'une ou l'autre des restitutions manque, peut-être qu'il y a un point qui vous paraît particulièrement important et qu'on n'a pas mis en avant, et ça serait dommage de le rater demain avec l'effet miroir provenant du hackathon. Mais comme on n'a pas le temps d'interroger tout le monde, vous allez donc faire 12 équipes, c'est-à-dire vous réduire à 12 personnes. Alors j'ai fait ça en Suisse la semaine dernière et nous avons battu le record du monde de la constitution de 12 équipes parce que ça nous a pris 2 minutes et 15 secondes. Et les Suisses dans l'amphi m'ont dit jamais tu ne battras ce record et sûrement pas en France. Alors on va essayer de battre ce record et vous allez essayer en moins de 2 minutes et 15 secondes de constituer 12 équipes. Il faut absolument 2 mètres entre chaque équipe. Aucune équipe ne peut être collée à une autre équipe à moins de 2 mètres. Et donc vous allez utiliser tout l'amphi. Et pour constituer ces 12 équipes, écoutez bien, il y a une restriction. Dans chacune des équipes, toutes les personnes obligatoirement doivent avoir le même signe zodiacal. C'est parti. Alors, asseyez-vous, regroupez-vous par équipe, voilà. Les Capricornes, les Poissons. Donc je vais vous donner les points principaux de production des ateliers. Et vous allez réagir. Surtout, ce que je vous demande, c'est de peut-être compléter, souligner un oubli. Et je vais vous donner, par signes zodiacaux, on va dire, vous allez avoir 10 minutes pour réfléchir entre vous. L'important, c'est que sortent de votre groupe
une remarque ou un oubli, souligner quelque chose parce que ça nous a échappé lors de la synthèse. Voilà comment vous, alors ça va peut-être surprendre les jeunes en ce moment qui sont en train de faire le hackathon, on va voir à combien ça croise, mais vous avez d'abord dit qu'il fallait, pour l'école que vous rêvez demain, qu'il y ait un véritable changement de posture, et notamment de changement de posture des enseignants. Que les pédagogies de l'école que vous rêvez devront être davantage collaboratives, donc des pédagogies collaboratives, une implication des étudiants, des apprenants en groupe, et que ces groupes travaillent davantage en mode projet, en utilisant leurs compétences, plutôt que de favoriser les transmissions de connaissances. Ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas les connaissances, mais vous avez jugé que ce qui était plus important dans l'école que vous rêvez, c'est la mobilisation des connaissances en travaillant grâce à ces compétences. Un autre point, et j'y reviendrai sur la fin, c'est l'ouverture de l'école sur l'extérieur. Vous trouvez que l'école du futur, celle dont vous rêvez, doit s'ouvrir de manière importante sur la société. Alors c'est s'ouvrir sur la société à la fois en invitant les parents, les parties prenantes à participer aux activités de l'école, mais surtout à participer à la co-création des programmes, c'est-à-dire de participer aussi à une certaine activité dans la création des programmes avec des membres des équipes pédagogiques, des élèves aussi. Vous pensez que cette ouverture de l'école sur la société, ça va contribuer, mais à un épanouissement des collaborateurs dans l'école. Donc vous pensez que cette ouverture de l'école permettra aux enseignants, aux équipes pédagogiques, aux administratifs et aussi aux élèves, bien sûr, d'avoir un plus grand épanouissement dans leurs études. Vous trouvez qu'elle doit être davantage conviviale, joyeuse et qu'elle apporte du plaisir. Vous avez produit dans beaucoup d'ateliers, presque les 5, l'idée de la réorganisation des espaces qui favorise l'interaction entre les élèves. Comment ces nouveaux espaces permettent, mais ce qui vous intéresse, c'est pas tellement la technologie, j'ai pas vu beaucoup de technologie ou de numérique sortir des 5 ateliers. Alors je pense que vous la rêvez aussi numérique, mais ça n'est pas apparu dans les productions d'ateliers en grande quantité. C'est surtout la réorganisation des espaces pour favoriser les interactions, les échanges entre les élèves et les professeurs, et ce qui contribuerait pour vous davantage à un meilleur accompagnement. Vous trouvez que l'école de demain doit être beaucoup plus engagée dans l'orientation, l'accompagnement du parcours professionnel des élèves, les aider à co-construire leur parcours, et jusque dans le domaine professionnel. On a aussi évoqué les évaluations, donc vous rêvez aussi l'école de demain par l'évaluation. Et là, ce qui ressort, vous n'avez pas trop parlé de la note sur 20, des contrôles continus, vous avez surtout privilégié les évaluations qu'on pourrait appeler positives, celles qui valorisent plutôt que les évaluations qui sanctionnent. Vous pouviez préférer une évaluation d'évolution, de montée en compétences, plutôt qu'une évaluation ponctuelle d'un niveau. Vous avez aussi trouvé que l'école de demain, celle dont vous rêvez, doit davantage détecter les potentiels plutôt que les niveaux. Bien sûr, c'est intéressant de repérer les niveaux ou les acquis, mais vous, ce qui vous a intéressé sont les potentiels, pour pouvoir les valoriser, et on retrouve le lien avec les compétences. Avoir ces sortes de portefeuilles, de portfolios de compétences, mais qui se valoriseraient, qui se justifieraient par la preuve, faire la preuve de l'évolution, du développement de vos compétences. Donc ça serait pour vous un objectif majeur des étudiants, pas seulement d'avoir des notes, des mentions et un bon CV, mais d'être capable d'expliquer quelles sont les compétences qu'il a développées pendant son parcours éducatif. Cette activité des élèves, que vous aviez dit juste avant par rapport à leur participation au programme, vous l'avez imaginé jusque dans la prise en charge par eux-mêmes de certaines parties de l'enseignement. Les expérimentations de mise en situation, activités proches du réel, sont importantes pour vous. Allez jusqu'à imaginer, par exemple, qu'il n'y ait plus de spécialisation, même que la spécialisation se fasse vraiment en toute dernière année ou sur la fin, pourquoi pas.
ou alors qu'il y ait des filières ou des façons de conduire les étudiants à des acquisitions de connaissances, développement de compétences, sans qu'il y ait de notation. Voilà, donc l'école rêvée, c'est l'école du soi, à savoir où chacun pourrait trouver sa place en fonction de ses capacités et pour pouvoir acquérir dans les meilleures conditions les compétences. L'école de demain, nous, on la voit non hiérarchisée, justement, où toutes les compétences sont égales et on n'a pas de meilleure chose pour être mieux soi-même. Donner du sens à ce qu'on fait, essayer de déclencher des passions et voilà, essayer de donner plus de sens. C'est le cœur, la bienveillance évidemment, la déconstruction aussi c'est important. Donner les outils à tous ceux qui apprennent aux apprenants justement cette faculté de se réaliser, d'être eux-mêmes, d'être épanouis dans ce qu'ils font. Sur la posture de l'enseignant, on s'est dit qu'il fallait l'accompagner l'enseignant parce que si on veut le mettre dans une dynamique de changement de posture, on voulait valoriser le fait de l'accompagner plutôt que de dire ouais, il fait pas bien. Et pour libérer l'énergie d'apprendre et d'enseigner, on propose une gouvernance plus libérée. La co-construction des programmes avec les parents, car on n'est pas tout à fait convaincu que tous les parents soient suffisamment compétents pour construire des programmes, sachant qu'on forme, quelle que soit la voie, nos élèves ou nos étudiants à l'emploi. Non, nous, c'est plutôt évolution. C'est sur le mot évolution où on se sert du socle qu'on a et on l'améliore. Voilà, nous, c'est plutôt ce message-là qu'on voulait faire passer. D'un côté, on pense qu'il faut vraiment beaucoup plus travailler sur l'ouverture au monde, la rencontre au monde, comment travaillent les gens, garder cet esprit critique. Et de l'autre, sur l'autre plateau, du coup, avoir vraiment tous les fondamentaux qui soient bien ancrés.